tous, bonjour à toutes. Salut Benjamin. Salut Pierrick. Un nouvel épisode de Génération Technologique, votre rendez-vous un mercredi sur 2 sur YouTube, Dailymotion sur iTunes et bien sûr sur technologique.fr, notre site internet. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Et aujourd'hui, après la visite sympathique chez Nokia il y a 2 semaines maintenant, eh bien on va rester un petit peu dans l'univers du téléphone, mais pas longtemps, parce qu'on est ici chez SFR, au studio SFR à Paris, dans le 8e arrondissement. Mais alors, on ne va pas parler de téléphone ce matin, Benjamin, avec notre invité, mais on va plutôt évoquer le Triple Play, l'accès Internet. Olivier Dubesset, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici au studio. Vous êtes le responsable marketing pour le Triple Play chez SFR. Merci de nous accueillir. Avant de parler d'un événement important chez SFR, cette nouvelle box, on va faire un petit point peut-être sur la situation aujourd'hui. Où vous en êtes au niveau abonnés ? On a un peu plus de 4 700 000 abonnés ADSL au débit, ce qui nous place comme deuxième opérateur en France. Donc on va parler de cette nouvelle box, la box Evolution chez SFR. On voit beaucoup de pubs à la télé en ce moment. Voilà. Et puis on dira un petit mot aussi avec vous, si vous voulez bien, de la TVA. Forcément, ça intéresse tout le monde. Au menu également de ce numéro 6 de Génération Technologique, Benjamin, alors pas de banc d'essai cette semaine, mais tu vas nous parler un petit peu de quelques nouvelles de chez Facebook dans un instant. Oui, Facebook qui vient de lancer son fameux nouveau système de messagerie, alors on va dire global, universel, qui réunit à la fois le mail, les SMS, les messages Facebook évidemment. C'est Mark Zuckerberg, le jeune fondateur de Facebook, fondateur milliardaire, qui a présenté cette nouvelle messagerie il y a quelques jours à San Francisco. Vous allez voir que officiellement en tout cas, c'est un service qui n'a pas vocation à tuer Gmail ou Yahoo Mail par exemple. C'est une belle pierre dans le jardin de Google quand même. Voilà, mais on va dire que ça va sans doute attiser des convoitises et beaucoup de ceux qui utilisent Google Mail par exemple tous les jours vont avoir envie très naturellement d'aller sur Facebook pour se simplifier la vie. On va parler jeux vidéo aussi, Benjamin, sur Hot Pursuit, le nouveau Need for Speed que j'ai pu essayer avec Philippe il n'y a pas très longtemps, un jeu de course diabolique. En attendant la sortie de GT5, on n'y croyait plus, mais elle est confirmée pour le 24. On attend ça avec impatience. Et puis nous sommes 4 autour de cette table. Un invité prestigieux, notre technophile, le techno VIP comme on l'appelle. C'est un peu comme toi, on peut lui coller un vu sur la télé sur le front. Oui, un vu à la télé. C'est vrai, ça le fait déjà marrer. Ça se vend bien vu à la télé. Bonjour Jacques Legros. Bonjour Benjamin. On est très heureux de vous accueillir dans l'émission et sur technologique.fr. Alors, vous êtes évidemment le joker des JT de TF1. Tout le monde vous connaît évidemment pour ça. Mais ce qu'on sait un peu moins, mais on va contribuer à ce que ça se sache, c'est que vous venez de lancer une web TV. Oui. Alors, c'est à la fois ambitieux et courageux, dédié à la vigne et au vin. On va évidemment en reparler dans le détail, mais quelle est l'idée générale ? Alors l'idée générale, c'est de traiter sous forme de reportage toutes les informations qu'on peut avoir envie d'obtenir sur le monde du vin. Quand je dis le vin, je parle du produit vin, je parle de l'œnotourisme, je parle des accords mets-vin, la gastronomie, et tous les objets liés au vin. Alors tu disais Pierrick qu'il n'y avait pas de banc d'essai. Je peux te dire que Jacques, lui, il fait des bancs d'essai des vins dont il parle. Ça s'appelle vigneetvin.tv. C'est une toute nouvelle aventure aussi pour vous. Elle a commencé officiellement le 5 novembre, lancement comme il se devait au château de Pommard, au lieu de la Bourgogne, donc on a pas mal choisi l'endroit. Et puis depuis on a le nez dans le guidon, et puis on améliore, on corrige, on essaye d'aller de l'avant, mais c'est du boulot. Et on sait ce que c'est aussi ici. Merci Jacques, vous restez. Alors vous êtes avec nous pendant toute l'émission, et évidemment si à un moment vous voulez intervenir, vous prenez le micro que j'ai dans les mains et vous me le prenez. Voilà Benjamin, on n'a pas de bouteille à ouvrir, on va tourner à l'eau durant cette émission, une heure de technologie avec vous, en votre compagnie donc sur Génération Technologique. Et avant de revenir avec notre invité, on va faire un petit tour avec le On en parle tout de suite. Benjamin, le On en parle comme tous les 15 jours maintenant, quelle nouvelle ? Eh bien, la première grosse rumeur, Pierrick, elle concerne le PlayStation Phone dont on parle depuis des années. Alors, rumeur relancée ce dimanche par le PDG de Sony Ericsson, Bert Nordberg, qui a déclaré au Wall Street Journal « Il y a beaucoup de fumée ». Et à mon avis, il doit y avoir le feu quelque part. Alors plus concrètement, il a confirmé qu'un nouveau produit Sony Ericsson serait présenté mi-février au Mobile World Congress. C'est le
grand salon mondial annuel de la téléphonie mobile qui se passe à Barcelone. Et je cite Bert Nordberg, il compte faire beaucoup de bruit avec ce nouvel appareil mystère. Et si Steve Jobs devenait patron de presse? Et si? Eh oui, bah... Hein, Ce serait logique finalement. vous trouvez ça logique, Jacques? Oui, moi je trouve ça logique. Ce sont des univers qui aujourd'hui se rapprochent terriblement. Eh ben, l'info est très sérieuse et elle se précise grandement puisque le Guardian révèle que le PDG d'Apple est en train de travailler à la sortie du premier quotidien formaté pour l'iPad et pour toutes les tablettes numériques. Et il ne s'est pas lancé dans l'aventure tout seul puisqu'il travaille avec un certain Rupert Murdoch, titre de ce journal tout numérique, Daily, ça veut dire quotidien. Encore lui. Voilà. Alors Daily, on ne pourra l'acheter que sous forme numérique, il ne sera pas dans les kiosques, il n'y aura pas de version papier. Le prix, 99 cents, mais alors pas pour un numéro, pour une semaine. Hein, ça met à peu près l'exemplaire à 15 centimes. On est accessoirement aujourd'hui sur l'électronique et majoritairement sur le papier. Et dans quelques années, on sera majoritairement sur le numérique et accessoirement sur le papier. Alors, vous allez voir, 15 centimes, ça semble pas cher. On se dit ça va être fait avec de petits moyens. Eh ben non. Une centaine de journalistes ont déjà été embauchés. Ils travaillent, paraît-il, dans le plus grand secret au 26e étage de la tour de News Corp à New York. L'un des 3 rédacteurs en chef est un ancien du Sun. Quant à Steve Jobs, pour lui, eh bien, il s'agit avant tout de faire une démonstration technologique évidemment, mais aussi économique. Il veut montrer qu'un journal tout numérique, d'abord ça marche, et en plus ça peut être rentable. Voilà, sorti théoriquement avant la fin du mois de novembre. Donc on est à quelques jours de ce lancement. Ça va aller très vite. Merci Benjamin. Olivier Dubesset, merci de nous accueillir ici au studio SFR rue Tronchet à Paris. C'est un peu le showroom de la marque ici. Et effectivement, c'est à la fois un magasin et un showroom où vous allez pouvoir découvrir les innovations SFR. Alors vous êtes responsable du Triple Play chez l'opérateur, un fournisseur d'accès Internet. Le Triple Play, on va le rappeler tout de suite, Benjamin, bien sûr. C'est notre mission. Pour ceux qui vivent sur Mars, hein, c'est le forfait qui comprend le téléphone, ou dans le Bordelais, ou dans le Bordelais, Internet, ou dans le Bordelais au milieu des vignes. Désolé, j'ai pas le Triple Play moi. Alors globalement, Olivier, j'imagine que l'essentiel aujourd'hui de vos clients sont passés sur cette offre, peut-être mis à part Jacques Legros. Oui, bien sûr, la grande majorité de nos clients veulent le Triple Play ou sont équipés du Triple Play, pour autant que la qualité de leur ligne leur permette de recevoir la télévision. Donc l'ensemble des clients ont bien sûr l'Internet haut débit, ont le téléphone illimité vers un certain nombre de destinations à l'international, et puis pour la télévision, dès lors qu'ils peuvent la recevoir, on est très content de leur proposer. Il y a encore beaucoup de monde non dégroupé chez SFR, donc qui paye encore une facture chez France Télécom. Alors évidemment, de moins en moins, c'est quelques pourcents maintenant des abonnés qui ont encore une facture chez l'opérateur historique. Alors l'actu, bien sûr, Benjamin, chez SFR, c'est l'annonce de cette nouvelle box avec donc une nouvelle offre 9 box Evolution. Elle est plus écolo, plus économe, on en reparlera tout à l'heure avec vous si vous voulez bien. Qu'est-ce que vous proposez de neuf avec la 9 box Evolution ? Alors cette nouvelle box, elle est déjà plus puissante que l'ancienne puisqu'elle a été taillée pour la fibre. De plus en plus de clients vont être équipés de fibre dans les mois et les années qui viennent. Fibre optique, hein ? Fibre optique, oui, tout à fait. Donc pour avoir plus de débit, donc typiquement on a mis des équipements plus puissants, des composants plus puissants avec du Wi-Fi à 300 mégas pour donner une illustration. Ouais. Alors pour avoir une idée, plus de débit, ça veut dire ça va combien de fois plus vite ? Alors si vous voulez la DSL aujourd'hui, vous allez avoir un débit qui va jusqu'à 25 mégas. Ça veut dire que les clients suivant leur ligne vont avoir entre quelques mégas et jusqu'à 25 mégas. Sur la fibre, aujourd'hui notre offre propose 100 mégabits par seconde, mais on peut imaginer demain 200, 300, 400, 500 mégabits par seconde, voire plus. Et il était important que la box permette de monter à des débits aussi élevés. On parlait avec Jacques Legros, enfin on se moquait un peu de lui très gentiment tout à l'heure. J'ai quelque chose à dire là, parce que Pierre Fay se moque gentiment de moi, je le connais, mais moi j'aimerais beaucoup avoir la nouvelle 9 box, la nouvelle 9 box et le triple play, etc. Mais c'est vrai que j'ai espéré le WiMAX. Tout va bien, fausse alerte. Oui, fausse alerte, il n'y a pas le feu. J'aurais aimé le WiMAX, mais qui ne viendra pas. Moi, comme je le dis, au milieu des vignes et des chevaux, la fibre, j'aurais en 2172 peut-être. C'est possible, ouais. Alors, comment je fais ? Le satellite, qu'est-ce qui va me rester comme solution ? Alors, normalement, pour l'Internet et pour le téléphone, on peut espérer quand même que le DSL couvre l'ensemble du territoire, puisqu'aujourd'hui c'est à peu près 2% de la population qui ne peut pas avoir la DSL, et on sait que ce pourcentage a tendance à continuer de diminuer. Et puis ensuite pour la télévision, là c'est un petit peu plus compliqué en fonction de la qualité de la ligne, et la solution alternative c'est évidemment la TNT ou le satellite. Merci. Parce qu'en gros, Jacques, vous n'avez pas le choix aujourd'hui, c'est ça ?
Ah non, j'ai pas le choix. Non, je suis au bout du bout. Même l'électricité, je l'ai pas régulièrement, et j'ai très peu de débit d'eau parce que voilà, je suis vraiment au bout du monde, moi. Alors la box est plus économe, mais il faut quand même l'alimenter. Hein. Donc premier scoop de cette émission, il y a donc des habitants sur la Lune. Voilà, c'est ça. Ça nous fait très très plaisir. Je viens de vivre 3 jours sans Internet, je sais ce que c'est terrible. Je veux plus vivre ça. On plaisante, mais il y a beaucoup de gens dans votre cas, évidemment, en dehors des villes, hein, parce que bon, les urbains sont évidemment favorisés, mais c'est vrai qu'au bout de certaines lignes, parfois c'est pas gai. Hein. Il ne faudrait pas qu'il y ait une France à 2 vitesses. La France des urbains qui a accès vraiment aux moyens de communication très développés, très performants, et puis la France des ruraux qui n'a accès à rien. Donc il y a un moment, il faudra quand même que le problème soit politiquement posé. Je crois que le problème a été posé, c'était notamment une des missions du ministre Mercier avant qu'il change de portefeuille, mais effectivement il y avait toute une volonté de développement du numérique à la campagne, mais là aussi ce sont des investissements considérables. Il y a des négociations, je crois qu'ils doivent rouvrir très bientôt avec le gouvernement. Alors bien sûr, on travaille avec les autres opérateurs, on travaille avec l'ARCEP, l'autorité de régulation des télécoms, et puis en attendant, on travaille sur les technologies alternatives, des travaux sur le satellite. On a aujourd'hui une offre d'Internet par satellite, et puis je crois qu'on peut le dire un peu en avant-première, on va bientôt lancer une offre de télévision par satellite. C'est-à-dire à des prix où c'est pas beaucoup plus cher que les offres traditionnelles. Pardon ? Ça n'est pas beaucoup plus cher en général, il y a une poignée d'euros en plus, c'est ça ? C'est ça la différence. C'est probablement ça. Oui, voilà, c'est ça. Mais là, je voudrais aussi insister, on ne va pas faire plus long là-dessus, mais c'est aussi un enjeu économique, pas seulement pour ceux qui habitent là, mais pour les entreprises qui pourraient du coup s'installer dans des zones rurales au lieu de se concentrer dans les zones urbaines et donner de l'emploi à des gens qui préfèrent habiter à la campagne. Ça, c'est aussi dans le paysage économique de la France, c'est aussi un point important. On est bien d'accord, hein. Ne perdons pas de vue quand même que 98% du territoire est couvert par la DSL. Donc voilà, le débit n'est parfois pas très élevé, mais aujourd'hui pour se connecter, surfer, accéder à ses messageries, etc., la couverture en France est quand même assez exceptionnelle si on compare avec les autres pays. Olivier, je rebondis sur ce que vous nous dites à l'instant. Là, vous allez lancer une offre de télévision par satellite. Qu'est-ce que ça veut dire du point de vue d'un opérateur comme SFR ? Ça veut dire qu'on souhaite donner accès à l'ensemble de nos services à toute la population française. Donc aujourd'hui, on sait bien que la télévision par ADSL ou par fibre optique va pouvoir toucher à peu près la moitié de la population française, soit pour des contraintes de déploiement réseau, soit pour des contraintes de débit nécessaires, puisque pour recevoir la télé, il faut avoir 2-3 mégas, c'est le débit un peu indispensable, et que tout le monde n'a pas ce débit-là. Donc en complément de couverture, on va proposer un certain nombre de chaînes qui vont être transportées par voie satellite. Donc il faudrait une parabole. Donc. Exactement. Et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce sera une sorte d'option, un petit supplément à vos forfaits ? Ça veut dire que de façon relativement simple, vous souhaitez avoir une offre Internet plus téléphone plus télévision, vous allez sur notre site ou dans nos magasins, vous allez donner votre numéro de téléphone ou votre adresse. Si on peut vous donner la fibre optique, on vous propose la fibre optique. Si vous n'avez pas la fibre optique, c'est la DSL. Et si la DSL n'est pas possible, on fournira la télévision par satellite. Ça veut dire une solution finalement pour tout le monde ? Ça veut dire une solution pour tout le monde, exactement. Et je crois même savoir, vous allez peut-être me démentir, qu'on pourra même utiliser la parabole CanalSat quand on la possède. Alors effectivement, il y a globalement un foyer sur 2 dans ces zones-là qui a déjà une parabole, et l'idée c'est de pouvoir réutiliser les paraboles existantes. Mais évidemment, j'imagine que votre offre elle est intéressante parce qu'elle est très peu chère vu qu'elle est en complément du forfait déjà que vous proposez. Alors je ne vous donnerai pas le prix aujourd'hui, mais je vous confirme que ça va être très peu cher. Il y aura un petit surcoût par rapport à l'offre Internet. Exactement. Et Quand ? Tout début d'année. D'accord. Et la sélection de chaînes que vous proposerez, est-ce que vous irez au-delà de la TNT, évidemment, parce que la TNT est déjà quasiment partout. Bien sûr. Quel type de chaîne est-ce que vous allez proposer ? Donc ça va être entre 50 et 100 chaînes. Et pour le client qui voudra des chaînes un peu premium, etc., il aura la possibilité de souscrire à des offres au forfait Canal en particulier. Tu veux savoir s'il y a TMC, c'est ça ? Par exemple. Et Vigne 20 TV. Non, mais il est vrai que nous sommes pour parler avec des personnes comme monsieur pour éventuellement un jour être diffusés de cette façon. Avec un programme adapté, évidemment. Et on en reparlera avec Olivier, justement, de l'intérêt que représentent ces chaînes, on va dire, thématiques ciblées. La vôtre, la nôtre. Enfin, on est de plus en plus nombreux à produire des émissions qui peuvent aussi être du contenu pour vous. On va revenir sur la 9box Evolution, donc pas mal de changements et une 9box qui est aussi peut-être plus tournée vers la télévision avec là aussi
un enregistreur numérique par exemple. Oui, beaucoup de nouveautés effectivement dans le décodeur, qui est un décodeur là encore de nouvelle génération, qui va supporter la très haute définition, qui va supporter la 3D. Alors c'est quoi la très haute définition pour vous? Parce que la haute définition, c'est un nombre de points dans l'image, mais après il y a une compression qui permet de faire passer les images dans les tuyaux, et plus on compresse, plus on s'éloigne de la haute définition quand même. C'est vrai. Et alors l'enjeu sur la DSL, c'est qu'on voulait pouvoir donner de la haute définition au plus grand nombre, et donc là on est obligé de compresser un petit peu, puisqu'il y a une contrainte de taille de tuyau pour envoyer la HD. Quand on parle de fibre optique, il n'y a pas de raison de compresser, on doit pouvoir envoyer une super bonne qualité, et puis l'idée aussi c'est de pouvoir envoyer de la haute définition sur plusieurs écrans, une télé, deux télés, trois télés, et donc là ça demande beaucoup de débit, puis ça demande aussi des équipements capables de gérer un enregistrement pendant qu'on regarde une autre émission, etc., etc. Le tout en HD, voire en 3D. Et là, il était important pour ça d'avoir des équipements un peu plus modernes. Mais ça veut dire que la haute définition que reçoivent vos abonnés par la DSL est de moins bonne qualité que celle qu'ils auront avec la fibre et la nouvelle box? Exactement. Ou on va le dire différemment, il y aura une encore meilleure qualité sur la fibre optique. Ça veut dire la même chose. Mais c'est vrai, vous avez raison. L'idée de la 9box Evolution, c'est aussi pour vous de monter en gamme et aussi peut-être de faire passer quelques hausses de prix avec justement de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux services. Alors c'est effectivement une offre premium, puisqu'il y a plus de services qui sont proposés dans cette nouvelle offre. Pour autant, on garde notre ancienne offre. Donc maintenant, on a une gamme, on a une offre à 29,90 € et puis une offre à 34,90 € en fonction de l'intérêt du client, de l'usage du client. Eh bien, il se tournera vers une offre ou vers l'autre. Pour 5 €, on a quoi en plus? Alors pour 5 €, vous avez classiquement le disque dur dont vous parliez tout à l'heure. Vous avez ce qu'on appelle le courant porteur en ligne qui va vous permettre de relier sans fil la box au décodeur. Et puis vous avez ça remplace le Wi-Fi, on va dire, dans certains cas. Ça peut être pratique, c'est ça? Exactement. Alors c'est surtout pour relier la box au décodeur. Au décodeur télé. Exactement, sans avoir de câble qui traverse le salon par exemple. Une petite nouveauté aussi dans la partie box, donc dans la partie modem, c'est le fait de pouvoir connecter des petits équipements complémentaires, des accessoires, et par exemple une clé 3G, vous allez brancher la clé 3G, et la 3G va prendre le relais de la DSL en cas de coupure. Donc vous ne supportez plus de déconnexion de la DSL. Le jour où il y a un problème à DSL, vous basculez sur la 3G et ça Quand vous avez la 3G. Pardon ? Quand vous avez la 3G. Quand vous avez la 3G, effectivement. Alors l'offre est déjà en magasin depuis quelques jours. Vous avez déjà des premiers retours? Oui, les premiers retours sont bons. Je ne vais pas donner de chiffres très très précis, mais plusieurs dizaines de milliers de clients ont déjà souscrit à la nouvelle box. C'est en ligne avec vos objectifs? Oui, tout à fait. Vous pouvez nous rappeler les objectifs dans ce cas-là? L'objectif que l'on a, je ne vais pas donner de chiffres précis là encore, ce que l'on souhaiterait, c'est que la moitié des clients qui prennent du triple play prennent cette offre, on va dire premium, et globalement on est sur ces ratios, mais l'offre a été lancée mardi, la pub dont vous parliez tout à l'heure, les premiers spots sont sortis hier soir, donc c'est encore un tout petit peu prématuré pour tirer des enseignements. Comment est-ce que vous gérez le calendrier par rapport à vos concurrents? Parce que finalement vous dégainez relativement tôt, on sait que Free arrive dans les semaines qui viennent avec une nouvelle Freebox. A priori, sans dévoiler de secret, c'est ce qui va arriver. Vous avez clairement voulu tirer les premiers? Non, ça ne fonctionne pas exactement comme ça. Est-ce que c'est la perspective de Noël qui vous a incité à choisir ce créneau-là ou... Non plus, parce qu'en fait le temps fort pour la DSL, c'est pas tant Noël. Noël, c'est plutôt un moment où les gens s'équipent de mobiles, vont s'équiper de tablettes, etc. L'équipement en Internet, en ADSL, se fait plutôt au mois de septembre ou plutôt au mois de janvier. Moi, j'ai envie de dire, on avait un plan de marche. Ça fait à peu près 2 ans qu'on travaille sur le projet, avec un gros focus sur l'expérience client. J'espère qu'on peut y revenir. On a fait des tests, ça fait à peu près 2 mois qu'on a 1 millier d'utilisateurs qui utilisent le service et qui nous disent que ça y est, c'est bon, ça fonctionne bien. Et donc, c'était le bon moment pour lancer la commercialisation. Il vient d'avoir un remaniement ministériel, on a beaucoup parlé, on l'a beaucoup attendu, tu sais Benjamin, désolé, je sais que tu espérais beaucoup un secrétaire d'État, mais ce sera pas pour la prochaine fois. Vous espérez faire reculer justement ce nouveau gouvernement sur le changement de taxation concernant justement la télévision à l'intérieur des offres triple play, les négociations continuent? Alors on aimerait bien et en même temps on pense que ça va être relativement difficile. Donc pour répondre à la question que vous ne manquerez pas de me poser, oui, si la hausse de la TVA est confirmée au mois de décembre, nous la répercuterons sur le prix de nos abonnements. Intégralement? Oui, intégralement, oui. Est-ce que vous n'avez pas l'intention de l'appeler l'offre Barouin-Sarkozy comme un de vos concurrents? On va laisser les concurrents faire ce qu'ils veulent. Pas de commentaire là-dessus. Est-ce que vous allez proposer quand même à certains clients qui n'ont pas forcément envie de voir cette hausse de prix ou qui n'utilisent pas forcément la télévision, est-ce que vous allez leur proposer des offres double play?
Alors aujourd'hui, ça n'est pas particulièrement prévu. On a une offre Internet seul pour les clients qui voudraient uniquement payer de l'Internet. Donc là, on a une offre à 14,90 € Internet seul. Et puis ensuite, on passe directement sur le triple play. On a quand même beaucoup interrogé nos clients. Et les clients, ils veulent une offre simple et tout compris. Donc on reste sur le credo de l'offre simple et tout compris. Merci Olivier Dubessier. On se retrouve tout à l'heure avec vous dans cette deuxième partie de cette émission pour parler notamment écologie parce qu'elle est aussi verte, même si ce n'est pas sa couleur, elle est aussi verte, cette 9box Evolution. À tout de suite. Benjamin, tu n'es pas resté inactif ce week-end, tu as beaucoup regardé ce qui s'est passé du côté de la Silicon Valley chez nos amis de Facebook qui ont décidé, pas de déclarer la guerre, mais en tout cas de venir titiller nos amis de Google, avec donc notamment cette offre de messagerie. Et oui, c'est la guerre entre Google et Facebook depuis quelques semaines. Dernier épisode en date, ça n'a pas de rapport direct avec cette messagerie, mais on a appris par une indiscrétion que Google avait quand même lâché $6 millions d'actions pour retenir l'une de ses employées qui avait une proposition de contrat chez Facebook. C'est dire si la concurrence est en train de monter entre les deux boîtes. Et c'est vrai qu'on attendait beaucoup de cette conférence de presse. Alors, on va dire dirigée par le fondateur de Facebook, le jeune Mark Zuckerberg, qui pèse plusieurs milliards de dollars. Parce que Facebook, on savait que le site de réseau social allait lancer une messagerie un petit peu révolutionnaire. On ne savait pas exactement ce qui allait être dévoilé. Et alors, sans vouloir tuer les autres, en tout cas c'est le message officiel, Facebook veut nous simplifier la vie en fédérant tous les messages qu'on s'échange quotidiennement. Alors que ce soit des mails, et ce quelle que soit la messagerie par laquelle passent ces mails, les SMS ou les messages Facebook. L'idée c'est de concentrer tous les messages dans une seule messagerie en s'appuyant sur la force de Facebook qui est le réseau d'amis. Les 500 millions d'amis. Voilà. Et Facebook veut se servir de ce réseau en fait comme d'un filtre anti-spam en partant du principe que si on autorise uniquement ses amis ou les amis de ses amis à vous envoyer des messages, il y a très peu de chances que dans le lot se glissent des messages qu'on ne souhaite pas. Alors ce qui est intéressant et ce qui est rigolo dans le même temps, c'est que dès à présent Sophos, un des principaux éditeurs de sécurité, a prévenu attention aux failles, attention aux risques liés justement à avoir ces messageries à l'intérieur de Facebook qui n'est pas non plus considéré comme un des réseaux les plus sûrs aujourd'hui. C'est vrai, mais c'est vrai que l'idée de s'appuyer sur cette énorme toile qu'on construit en autorisant des gens à faire partie de son groupe d'amis fait que Facebook compte en profiter et l'utiliser. Alors on n'aura pas à faire de démarche soi-même, on n'aura pas à déclarer que telle et telle personne peuvent vous envoyer du courrier. Si ce sont des amis, entre guillemets, au sens de Facebook, ils pourront vous écrire et vous recevrez le message. Mais à contrario, ça veut dire que si on n'est plus dans les amis de quelqu'un, on ne pourra plus le joindre parce que les messages rebondiront sur les serveurs de Facebook et n'arriveront pas. Donc ça va créer, il y aura une sorte de web à deux vitesses, on va dire, enfin de messagerie à deux vitesses entre ceux qui seront vos amis et ceux qui ne le seront pas. Ben, ça promet. Je sais pas, tu as vu cette histoire à Naples sur ce garçon asthmatique qui faisait les crises d'asthme. À chaque fois qu'il essayait il s'était refait ami avec son ex. Sous un faux nom, il était redevenu ami avec son ex. Et à chaque fois qu'il y allait, il faisait une crise d'asthme. Bon, ça va encore compliquer les relations sociales d'un certain nombre de personnes. Moi, je suis asthmatique, mais ça va très bien quand je vais sur Facebook, mais quand même. Je suis en train de me dire que finalement, 30 millions d'amis, c'était déjà pas mal. Vous êtes sur Facebook, Jacques ? J'y suis allé parce que quelqu'un avait usurpé mon identité et j'en suis parti rapidement parce que ça m'a complètement dépassé, débordé. Et j'ai mis un frein, alors autant qu'on puisse freiner, hein. Je le sais, mais j'ai mis un frein rapide. Alors je vais quand même vous faire écouter un petit extrait de l'intervention de Mark Zuckerberg. Justement, il a pris le soin lui-même de désamorcer les bombinettes autour de cette annonce de messagerie. Non, le système de Facebook n'a pas vocation à éliminer Yahoo Mail et Gmail. On l'écoute. There was a lot of press leading up to this that was like, this is an email killer. And this is not an email killer. This is a messaging system that includes email as one part of it. And what we expect to have happen
we don't expect anyone to wake up tomorrow and say, okay, I'm going to shut down my Yahoo Mail account or my Gmail account and switch exclusively to Facebook. That's not what we think is happening in the world. What we think is happening is that just like those high school students who I started off today talking about have subtly shifted towards more and more real-time, simpler communication, that's what we think is going to happen here too. So every day, if we do a good job here, what we expect is that more people will IM and more people will message and more people will engage in this just because it's simpler and it's easier and it helps people connect better and it's more accessible and it's more fun and more valuable for them to use. And then if we do a good job with that, then we expect that maybe, one day, 6 months, a year and a half, 2 years out, some people will start to say, hey, this is the way that the future should work. These simpler messages are a better way for me to do messaging. Maybe email just isn't as important of a part as it was before. It'll always be a part. And maybe we can help push the way that people do messaging more towards this kind of seamless, simple, real-time, immediate, personal experience that we're talking about today. Voilà, Mark Zuckerberg, qui n'est plus célibataire. Il a parlé de sa petite amie pendant la conférence de presse, donc ça veut dire qu'il n'a pas eu de mal à retrouver une épaule sur laquelle se reposer quand il rentre le soir à la maison. Marc, j'étais pas partant. Benjamin, je vais encore te laisser le micro parce qu'on a Jacques Legros à table avec nous. Et on a des verres d'eau, c'est bien. On aurait bien voulu les avoir colorés un petit peu parce que là, c'est pas forcément quelque chose qu'on sait, mais c'est un passionné du vin qui est à notre table. Et oui, il arrive d'ailleurs directement de la région de Bordeaux. Je crois que vous avez une maison, Jacques. Mais je vis là-bas. Je réside dans la région de Bordeaux, une quinzaine de kilomètres de Bordeaux, au milieu des vignes, effectivement, et des chevaux, je le disais tout à l'heure. Et on ne peut pas tout avoir. Alors moi, j'ai beaucoup de sympathie pour ce que vous faites. Parce que ni l'un ni l'autre ne faisons les journaux de TF1. Ah oui, il veut des noms de domaine. Non, pas du tout. Mais je veux dire, quand on bénéficie de votre exposition et de votre notoriété, se lancer, on va dire, sur un projet à la fois pas facile, ambitieux, courageux sur le web, avec ses propres moyens, ça demande quand même une dose d'abnégation. Avec ses propres moyens et avec finalement peu de moyens. Parce qu'on a voulu, on est parti du principe que quand on a créé, on va dire quand Dieu a créé la Terre, il n'y avait pas d'assistante, ni de portable, ni de neuf-box, ni rien. Et que donc on a préféré partir avec quasiment rien et se dire, au moins nous serons indépendants et au moins une belle aventure, une aventure qui va loin, souvent elle commence avec pas grand-chose. C'était un peu ça notre philosophie. Mais courageux, oui et non, c'est-à-dire que les gens croient toujours que parce que je suis à TF1, j'ai les moyens de TF1, mais pas du tout. Pas du tout. Mais c'est ça qui est beau en même temps, parce qu'on réapprend à travailler avec 3 bouts de ficelle. Oui, mais il y en a beaucoup qui prennent goût et qui s'habituent à ces moyens-là et qui ne peuvent plus redescendre d'un cran, on va dire, après y avoir goûté. Et il faut retrouver, et c'est ce que je prône à mes jeunes confrères, il faut retrouver les valeurs de base du journalisme, c'est-à-dire rapporter ce qu'on voit, montrer, aller voir pour les gens, simplement. Et ces valeurs-là, finalement, c'est pas beaucoup. On peut le faire avec peu de moyens. Alors, vigneetvin.tv, c'est l'adresse, vigneetvin.tv. Oui. Voilà, c'est donc un site consacré au vin, mais ça va bien au-delà du vin. C'est un site qui transmet une passion. Vous faites beaucoup de reportages, vous êtes en contact direct avec les vignerons, les producteurs, les châteaux. Et vous voulez aussi vous servir du site apparemment pour balayer un certain nombre d'idées reçues sur le vin. Alors, c'est l'univers du vin, c'est l'univers de la vigne et du vin. Parce que la vigne, ce sont aussi des paysages. C'est une notion du temps qui passe et du temps qu'il fait. Il y a une philosophie, il y a une poésie, il y a des paysages, il y a du tourisme autour de la vigne. Et puis il y a des gens qui entretiennent tout au long de l'année cette vigne. Donc c'est une économie, c'est une culture, c'est une histoire, c'est un terroir. C'est pas ce sont des châteaux, ce sont hein. des bâtiments. Non, c'est le monde entier. Sinon Internet n'aurait pas de sens. Donc déjà la vigne en soi c'est un univers passionnant et important. Et le vin, lui, c'est un univers culturellement, historiquement, même j'ai envie de dire, même si c'est le plaisir qui est le dénominateur commun de tout ça, mais même intellectuellement enrichissant. Et je me suis aperçu, tout en étant un passionné du vin, que finalement l'univers de la vigne et du vin était encore beaucoup plus large que ce que j'imaginais, et qu'en plus, c'est un univers qui fédère plein de gens.
il y a plein de gens dont on n'imagine même pas qu'ils peuvent s'intéresser au vin. Et quand on leur parle, d'un seul coup, il y a l'œil qui brille un petit peu. Ils disent « Ah oui, je me souviens d'un pomme-roll que j'ai bu. » Parce que le vin est lié aussi à des événements de la vie. Et ça, c'est très important. Et du coup, derrière le vin, il y a une générosité, il y a une notion de partage. Il y a une notion de développement durable que j'aime bien aussi. Parce que finalement, boire de façon conviviale un produit qui a été élaboré de façon durable et respectueuse de la nature, élevé de cette manière-là aussi, c'est un acte de développement durable magnifique. Olivier, je ne sais pas si vous êtes amateur de vin. Plutôt, oui. Ouais. Est-ce que ce genre de passion, est-ce que vous la partagez ? Ça donne plutôt envie d'aller découvrir le site. C'est gentil, voilà. Merci. Et par exemple, vous, quand vous achetez du vin, est-ce que vous allez chez un caviste en grande surface, chez un producteur, est-ce que vous faites du tourisme dans le Bordelais ou dans la région de Bourgogne, enfin... J'ai plutôt tendance à aller chez un grossiste et le bouche à oreille fonctionne assez bien, donc je suis parti d'un petit groupe d'amis, on teste les bouteilles les uns les autres et puis voilà. ensuite on va les acheter soit ensemble, soit séparément, mais c'est le bouche à oreille qui fonctionne fort. Oui, alors ça c'est mieux parce que effectivement aujourd'hui, à part parler avec le caviste qui souvent s'y connaît, mais c'est souvent le bouche à oreille parce que le prix aujourd'hui ne veut plus dire grand-chose. Et la gueule de l'étiquette, comme je dis, n'a pas beaucoup de sens non plus. Bon, il y a beaucoup de marketing, il y a beaucoup de choses comme ça. Donc, effectivement, il faut se fier à ce qu'un copain a bu, a rapporté, en disant « Regarde, j'ai découvert ça, c'est bien ». Et finalement, nous sommes un peu le copain de monsieur. C'est-à-dire qu'on va lui proposer, on va lui offrir la possibilité de voir, de parler, d'écouter les gens, de les observer et du coup de choisir. Alors, vous avez démarré ce projet le 5 novembre, il y a eu un lancement en grande pompe, hein. C'était un moment assez émouvant. On a senti, vous avez fait un décompte donc au Château Pomard, et la vidéo est sur votre site. Dans la salle, il y a, j'imagine, des gens de la région. Hein. Bon, il y avait une centaine de journalistes, d'industriels, d'entrepreneurs, de viticulteurs, de représentants des vignerons. Effectivement, on a coupé un cordon bleu-blanc-rouge symbolique avec les ciseaux, comme on fait pour l'inauguration d'un monument municipal. Et oui, c'était sympathique. Mais le vin, c'est de la sympathie. C'est de la sympathie en soi, en bouteille. Et c'est pour ça d'ailleurs que je mène en même temps un combat contre la loi E20 pour retirer le vin de cette assimilation à l'alcool, parce que ça vaut beaucoup mieux que d'être assimilé à un alcool dur. Et puis en même temps, il y a vraiment des gens qui souffrent derrière, quoi. Donc, il est grand temps de faire quelque chose. Et alors, du point de vue technologique, c'est aussi notre sujet de prédilection. Vous avez peut-être découvert avec ce projet les coulisses de l'Internet, peut-être sa complexité. Est-ce que ça vous semblait beaucoup plus facile que ça ne l'est, ou au contraire, est-ce que vous avez été surpris ? Comment vous avez découvert le monde du web ? Alors, Pierre Ifay a un petit œil ironique en me regardant, en me disant c'est pas de son âge ce truc-là. Pas du tout. Mais... Non, ce que je me disais, c'est où est-ce que vous mettiez les personnes qui travaillent avec vous si vous n'avez pas accès à un bon réseau, j'imagine qu'ils ne travaillent pas au milieu de la campagnes. Moi, je suis un enfant de la télé, ouais. Et j'ai rencontré des enfants de l'Internet. Ouais. Donc, eux sont nés dedans, sont nés avec, développent depuis toujours, ont été plus ou moins hackers. C'est la face cachée de leur personnalité, mais c'est drôle. Parce qu'en plus, ils ont 25, 26 ans, on leur donnerait 1 euro pour aller acheter une sucette presque, tellement ils font jeunes. Bon. Et en même temps, on sent qu'eux, ils ont ça là, dans la tête. Donc, effectivement, j'ai beaucoup appris, j'apprends beaucoup à leur contact. Mais l'Internet, je pensais que ce serait beaucoup plus facile à mettre en œuvre. Et c'est très, 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 très complexe et très compliqué. Et on passe, depuis le 5 novembre, date de lancement de la chaîne, on passe notre temps à corriger ça marche pas, pourquoi ça c'est trop petit, pourquoi ça s'ouvre. C'est pas grave. Si, mais parfois, ça me rappelle un souvenir de télé quand un projecteur est tombé sur le plateau juste à côté. Mais c'est compliqué, quoi. Entre ce que vous aimeriez faire et ce que techniquement on peut faire, j'imagine qu'il y a... Il faudra un an encore de mise au point. Vous êtes en phase de rodage encore, donc. De rodage, amélioration, d'enrichissement aussi, parce qu'il faut enrichir. Bon, évidemment, après, il y a l'argent qui est le moteur de la guerre, qui est le nerf de la guerre, comme toujours. Mais techniquement, je pensais qu'en 3 semaines, vite fait, bien fait, hop, c'était réglé. Non, pas du tout.
Alors justement, vous parlez d'argent. C'est quoi la question, le rituel, c'est quoi le modèle économique? Bon, alors, de quoi est-ce que cette chaîne, cette web TV peut vivre ou va vivre? J'ai quelques amis qui jouent de la guitare dans le métro, très bien. Moi, parfois, je chante à Montparnasse aussi, entre deux TGV. Non, je plaisante, mais c'est la pub, évidemment. C'est fondé sur la pub. Un peu le sponsoring aussi. D'ailleurs, si SFR veut être sponsor, ils seront les bienvenus. Non, mais voilà. Et si possible, pas trop dans l'univers des grands châteaux ou des grands domaines, simplement pour conserver une indépendance éditoriale, tout simplement. Et l'objectif, là, je crois que la caméra est tombée pour la troisième fois, mais c'est du solide, hein. C'est une flip, on peut le dire, parce que quand même elle résiste à tout. D'ici combien de temps est-ce que vous espérez commencer peut-être à tourner, hein? Alors, à gagner de l'argent, j'en parle même pas, mais à équilibrer. En tout cas, si on arrive à s'équilibrer, il suffit de tourner moins. Disons, tourner à la mesure de l'enrichissement qu'on voudrait apporter, parce qu'une web TV, on est obligé de l'enrichir au quotidien. On est obligé de suivre l'actualité, d'en rendre compte. Donc, c'est beaucoup avec du reportage, ça. Évidemment, tout ça en reportage. Donc, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'équipes, du temps. Enfin bon, c'est un gros investissement. Donc, l'argent servira à enrichir la chaîne, non pas à créer du bénéfice. Donc, je pense qu'on va monter un crescendo, on va monter en puissance, quoi. Au fur et à mesure qu'on aura des sous, on tournera. Quel est votre vin préféré ? On ne peut pas avoir un vin préféré pour une simple raison, c'est que d'abord, un vin est aussi, on l'apprécie en fonction de son propre état. Un vin, c'est une chanson d'amour. On n'est pas dans le même état à chaque fois. Un vin, ça se partage. Et j'ai un dicton que j'écris dans un livre que je viens de sortir sur le vin aussi, qui dit vaut mieux un bon petit vin qu'on partage avec des amis qu'on aime qu'un grand cru qu'on partage avec des culs pincés. Bon, ça dit bien ce que ça veut dire. Mais c'est très important. J'ai un faible pour le pomerol et le Pessac-Léognan en ce moment. Je vous comprends, j'ai un faible pour le pomerol aussi, mais ça dépend avec qui on le partage, je dirais. Aussi. Mais bon, même si intrinsèquement, les qualités de certains grands vins sont incontestables. Voilà, donc vigne et vin.tv, hein, vigne et vin attaché en un seul mot, .tv. Les îles Tuvalu ont gagné un nom de domaine supplémentaire. Merci Jacques. Merci. On vous souhaite vraiment beaucoup de succès avec cette web TV et puis on va reparler un petit peu écologie justement avec Olivier Pierrick. Absolument, Olivier Dubuisset, responsable du Triple Play chez SFR. Nous sommes toujours au studio SFR ici à Paris pour Génération Technologique. Une nouvelle box donc chez SFR. Vous l'avez aussi voulu plus écologique, plus économe en énergie ? Oui, depuis le premier jour du projet, on travaille sur l'éco-conception de l'équipement. Alors, c'est évidemment la consommation qu'on a réduite de 30%, donc elle consomme 30% de moins que l'ancienne génération alors qu'elle est beaucoup plus puissante. Mais ce n'est pas uniquement la consommation, c'est aussi le fait qu'elle soit plus petite, donc elle a nécessité moins de matière, elle est près de 2 fois plus petite que l'ancienne génération. Et puis dans le choix des fournisseurs, dans le choix des matériaux, des composants, etc., on a également réduit l'empreinte carbone de près de 35%. Donc gros focus sur l'éco-conception de l'équipement. Avec aussi des composants recyclables en plus grande quantité. Alors c'est vrai, aujourd'hui 70% de la box est complètement recyclable en fin de vie. Donc une fois que la vie de la box est terminée, on va dire, on pourra recycler 70% des matériaux. Moins consommatrice en énergie, ça veut dire aussi une facture EDF ou une facture énergétique moins élevée. Vous l'avez chiffré ? Alors c'est vrai, c'est probablement quelques euros par an, mais c'est peut-être pas là que la différence se fait. Hein. On a fait un petit calcul rapide qui indique que si toutes les box avaient la même consommation, toutes les box en France avaient la même consommation que nos dernières générations de box, l'économie générée, c'est à peu près la consommation de la ville de Toulouse. Donc voilà, c'est loin d'être négligeable. Ça veut dire aussi qu'elle coûte moins cher à produire pour vous, économiquement, c'est intéressant ? Alors pas forcément, puisque l'éco-conception, ça a éventuellement un coût. C'est-à-dire qu'à un certain moment, on a dû faire des choix de matériaux, on a dû faire des choix de composants. Et parfois, il faut être capable d'acheter un composant un petit peu plus cher, une alimentation un petit peu plus chère pour qu'elle ait un meilleur rendement. Et donc, c'est des choix qu'on a su faire lors de la mise en place du projet. Est-ce qu'on peut conseiller aussi aux gens qui ont une box chez eux, finalement, de tous les soirs, de la couper comme on éteint sa télévision ? Alors c'est vrai que éteindre sa box, ça permet de faire quelques économies, et en même temps, quand vous avez éteint votre box, vous n'avez plus de téléphone, vous n'avez plus de télévision, vous n'avez plus d'internet. Donc c'est probablement pas la meilleure solution. Peut-être l'éteindre pendant les Jacques a l'habitude.
Par contre, on a prévu quand même un bouton qu'on appelle bouton écho, et quand vous appuyez sur le bouton écho, ça va réduire globalement les performances. Vous aurez un réseau local un petit peu moins rapide, un Wi-Fi un petit peu moins puissant, mais en fonction de votre usage, c'est peut-être largement suffisant. Donc vous avez un petit bouton écho, vous pouvez le paramétrer si vous voulez que ça ne fasse qu'éteindre les lumières, ça ne fera qu'éteindre les lumières. Si vous voulez que ça réduise un petit peu le Wi-Fi, ça pourra réduire le Wi-Fi. On a également prévu un bouton on-off pour le Wi-Fi justement. Si vous ne l'utilisez pas, éteignez-le, et comme ça votre box consommera moins. En tant qu'opérateur Internet, vous êtes aussi concerné par l'un des gros dossiers de cette rentrée qui est bien sûr Adopi. Est-ce que vous allez faire une action de sensibilisation à destination de vos clients pour leur expliquer ce qu'est Adopi et ce qu'il risque et surtout comment mieux protéger leur accès à Internet aussi, parce qu'ils peuvent se le faire pirater? Alors ça fait partie des choses qui sont déjà faites et qu'on va continuer évidemment de faire à travers des emails qui sont envoyés vers les abonnés pour les prévenir de ce qu'est Adopi, pour les sensibiliser. Et puis ensuite on imagine que la presse va aussi faire son travail, le bouche à oreille, etc., etc. Et que progressivement l'ensemble des internautes devraient être au courant de ce qui est possible de faire, ce qui n'est pas possible de faire et des risques encourus le cas échéant. Ça vous donne du travail supplémentaire? Pas forcément. C'est combien de personnes aujourd'hui justement qui sont chargées de répondre aux demandes des ayants droit et d'Adopi? C'est quelques personnes dans les services clients qui sont là pour répondre aux questions des services de l'Adopi. Merci beaucoup Olivier Debesset. Benjamin, le flash du multimédia. Alors là, on n'est pas à la moitié de l'émission, mais on est bien avancé. Mais on va quand même revenir avec quelques nouvelles, notamment d'un récent invité de l'émission, Nokia, qui a eu quelques petits soucis. Oui, un petit coup dur pour Nokia, qui était effectivement nos invités il y a 15 jours. Alors, un nombre très limité, je cite, de Nokia N8, c'est quand même la star de cette fin d'année pour Nokia. Un nombre très limité souffre de problèmes d'alimentation, concrètement. Une fois que les téléphones sont rechargés, impossible de les rallumer. Le constructeur finlandais précise que les smartphones concernés sont évidemment couverts par la garantie. Et pour réagir, Nokia a diffusé une vidéo dans laquelle on voit son vice-président, Niklas Savander, tenter de rassurer. C'est bizarre parce qu'il a un micro-cravate qui ne marche pas. Ça fait un petit peu amateur pour Nokia quand même. Il y a un post-scriptum sous la vidéo pour dire « On est désolé, notre micro-cravate est tombée en carafe ». Quand on s'appelle Nokia, ça fait quand même bizarre de s'arrêter à la première prise quand ça ne marche pas. Donc cette panne serait liée à la chaîne d'assemblage des N8. Le problème a été réglé, mais ça fait beaucoup de bruit sur les forums. Et en termes d'image, c'est pas très bon, c'est dommage, quoi. Alors Apple va peut-être se lancer dans la presse, tu nous disais tout à l'heure, mais ils ont aussi d'autres projets qui mettent très clairement en colère les opérateurs télécoms. Oui, parce qu'Apple aurait un projet de développer une carte SIM universelle qui serait installée en usine dans les iPhones et qui permettrait en gros de changer d'opérateur et de forfait au gré de la concurrence et au gré de ses déplacements. Ça veut dire que si je vais en Allemagne ou aux États-Unis, le jour où je pose le pied sur le sol américain, je change d'opérateur, je prends un abonnement pour une semaine chez AT&T et je paye le prix que paye un Américain pour appeler en Europe. Je ne paye plus le prix que paye un Français qui va aux États-Unis pour appeler à la maison. Donc évidemment, les opérateurs européens n'ont pas du tout envie qu'on leur enlève cette part du gâteau. La menace, ce serait qu'ils arrêtent de subventionner l'iPhone et donc ils ne le vendraient plus que plein pot. Autour de 600-700 euros. Voilà, alors Apple pourrait répliquer en le vendant en direct sur son site. Ce qui est sûr, c'est que les relations sont très tendues en ce moment. Et selon les dernières rumeurs, notamment celles que rapporte le Télégraphe britannique, Apple aurait, sinon renoncé, au moins reporté à 2012 au minimum son projet de carte SIM universelle pour l'iPhone. Des nouvelles de Sony Ericsson, tu les as rencontrés la semaine dernière. Oui, alors Sony Ericsson, au début de l'année, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça n'existait plus. Ils étaient doublés par Apple, évidemment, Samsung, HTC, LG, Nokia. Sony Ericsson était aux abonnés absents, ils le reconnaissent eux-mêmes, ils avaient quasiment 0% de part de marché sur le marché des smartphones. Mais voilà, la nouvelle gamme est arrivée avec notamment le X10, le Xperia et 3 autres modèles, le X10 Mini, le X10 Mini Pro et le X8. Bref, en quelques mois, la marque est passée de 0 à 10%, ce qui est pas mal. Et l'objectif pour la fin de l'année prochaine, c'est d'atteindre les 15%, donc avec des smartphones qui sont tous sous Android. Ça aussi, c'est un changement majeur parce que Sony Ericsson, historiquement, était sous Symbian, donc le système qu'on trouve sur les Nokia. A priori, Symbian, chez Sony Ericsson, c'est terminé. La marque discute aussi en ce moment avec Microsoft
pour Windows 7 mobile, mais qui est beaucoup moins souple qu'Android parce que les constructeurs ne peuvent pas mettre la surcouche logicielle, comme ils disent, qui leur permet de personnaliser le système d'exploitation et aussi de l'adapter à leurs besoins. Et puis la tablette Sony. Alors, Dixit, Pierre Perron, le DG de Sony Ericsson, il y a plein de projets en interne, mais c'est clairement à Sony de la sortir. Merci Benjamin pour ce tour complet des nouveautés avec le flash multimédia. Tout de suite, et en piste, en route. Allez, on prend le volant. On sort les joysticks. Voilà Benjamin, les jeux vidéo, alors toi je sais que tu as ton scooter, un très très beau scooter, mais est-ce que tu as rêvé un jour de monter au volant de Lamborghini, de Porsche, de magnifiques BMW, de magnifiques voitures? Je vois Philippe Torregrossa qui remue la tête derrière, mais oui, bien sûr, j'en ai rêvé. Voilà, et bien avec Philippe... Ça t'emmerderait que je dise non. Hein. Bah oui, avec Philippe on en a essayé, mais virtuellement bien évidemment, malheureusement. Parce qu'effectivement Philippe m'a accompagné l'autre jour sur les Champs-Élysées pour aller tester Hot Pursuit, le nouveau Need for Speed. Il faut savoir, c'est vraiment le grand renouveau, le renouveau véritablement de cette licence qui est vendue à plus de 100 millions d'exemplaires dans le monde. Un jeu de course, et là on revient, j'ai presque envie de dire, aux sources de Need for Speed avec un petit peu de Burnout à l'intérieur. Alors Burnout, je ne sais pas si tu te souviens, Benjamin, c'était... Jacques connaît. Voilà. Burnout, c'est les accidents absolument extraordinaires, et là vous allez avoir des accidents absolument fabuleux, sans casse. Pour sa propre personne, vraiment ne faites pas ça avec votre voiture, je ne vous le conseille pas, mais vous allez avoir vraiment des images magnifiques d'accidents parce que, on revient à la poursuite automobile. C'est-à-dire que vous avez le choix entre, vous allez pouvoir faire les deux d'ailleurs quand vous allez prendre le mode carrière. Vous allez pouvoir être soit un policier, c'est quand même assez rare qu'on vous permette dans un jeu vidéo d'être un policier au volant. Là aussi, à un moment, j'étais dans une Lamborghini de police. C'est un truc. Parce qu'il faut les rattraper, les méchants. Et voilà, on vous a mis à disposition les voitures les plus puissantes et les plus rapides du monde pour aller essayer d'attraper des bandits de la route. Voilà, des chauffards. Alors, vous avez différents niveaux. Au début, vous démarrez au niveau 1, au niveau 1 du chauffard. Vous avez une petite Subaru, vous avez une voiture qui roule bien, mais en gros, vous n'êtes pas fait trop souvent arrêter. Vous avez fait quelques excès de vitesse par-ci par-là. Et en face, vous avez des policiers de niveau 1 qui démarrent, là aussi, viennent d'entrer dans cette prestigieuse brigade de police de la route. Et l'idée, c'est les policiers doivent attraper les voleurs. On n'a pas fait mieux depuis l'Antiquité, on en revient toujours là. Et vous pouvez donc soit essayer d'échapper aux policiers, soit essayer d'attraper. Ça change véritablement l'esprit des courses auxquelles on a assisté. Il y a des décors qui sont magnifiques. Des voitures qui sont magnifiques, c'est presque dommage de les casser. Et c'est un véritable régal. Moi, je me suis vraiment régalé. Dans le mode solo, déjà, j'y ai joué pas mal avant de venir, Benjamin, ce matin, et d'enregistrer cette émission. Et je vous propose d'écouter Jérôme Austin, c'est le chef de produit Electronic Arts. Et vous voyez, il va nous parler notamment de l'autologue. L'autologue, c'est sympa, c'est Facebook en voiture. C'est-à-dire, c'est le développement d'un véritable réseau social autour de Need for Speed Hot Pursuit. Hot Pursuit, ça porte vraiment son nom. C'est la poursuite et la course à état pur, 100% d'adrénaline. On peut jouer contre les policiers, mais aussi être un policier, c'est ça, notamment dans le multijoueur. Dans Need for Speed, on peut incarner soit la police, soit des pilotes, et ça comme on le veut. Il y a 2 systèmes de progression, on peut progresser des carrières comme on le veut, soit en tant que policier, soit en tant que pilote. Ça c'est le mode solo. On va aussi parler du multijoueur avec un autologue, c'est ça? Qu'est-ce que c'est? L'autologue, c'est l'innovation de Need for Speed. Need for Speed est un très beau jeu de course, des très beaux jeux de course, il y en a beaucoup. C'est un jeu avec un multijoueur solide, il y en a beaucoup. Un jeu qui met en avant des policiers, des poursuites et des pilotes. Need for Speed le faisait déjà. Et la vraie nouveauté, c'est l'autologue. Alors l'autologue, c'est un réseau social à l'intérieur du jeu. C'est le réseau social Need for Speed qui permet tout simplement de connecter en permanence tous les joueurs, chaque joueur et leurs amis, et de créer des parties, quelles que soient les contraintes de temps. C'est-à-dire que parfois on veut jouer ensemble, on ne peut pas parce qu'on n'a pas les mêmes emplois du temps. Ça nous permet de nous challenger et jouer les mêmes parties à des horaires différents.
et quelle que soit la plateforme. C'est-à-dire qu'on peut jouer ensemble avec Need for Speed, qu'on soit sur PlayStation, Xbox ou PC. Donc c'est un réseau social, plateforme agnostique qui annihile toutes les contraintes de temps. Le multijoueur, d'une certaine façon, c'est presque un multi par équipe en fait. Il y en a d'un côté les policiers, de l'autre les voleurs, les chauffards. Ouais. Alors c'est la base du jeu, effectivement, le multijoueur. On peut jouer jusqu'à 8 d'abord en multijoueur, mais on peut jouer aussi bien à 2. Et la base du multijoueur, là où ça devient très excitant, où la course devient excitante pour les policiers ou pour les racers, c'est quand il y a une notion de poursuite. Et alors, en multijoueur, on peut incarner donc soit les policiers, soit les racers dans des configurations complètement diverses. On peut être un pilote poursuivi par 7 amis policiers, ou donc la traque, une vraie traque, la chasse à l'homme, ou bien l'inverse, avoir 7 pilotes en course et un policier qui essaie de nous rattraper. Donc là, c'est un travail un peu plus long et difficile pour le policier. Donc il y a plein de configurations de jeu en équipe très différentes. Et à cela, donc c'est une couche, il y a des modes de jeu en soi très variés. Donc ça peut être des courses classiques, des contre-la-montre, des courses d'arrestation le plus rapidement possible, des courses où on doit échapper à la police le plus vite possible. Enfin, il existe un nombre de modes de jeu très variés. Et dans ces courses-poursuites, justement, les policiers, ils ont des armes. Les policiers Need for Speed. Ils vous tirent pas dessus, mais... Les policiers Need for Speed sont les policiers chanceux. Je pense que les polices rêveraient d'avoir les mêmes voitures que dans Need for Speed. Donc avant tout, ils ont les voitures les plus belles du monde. Dans Need for Speed, les policiers conduisent des Lamborghini Reventon, des Ford GT, des Porsche. Ils ont des voitures incroyables. Et en plus de ça, non seulement ils ont les voitures les plus belles du monde, en plus de ça, ils ont des armes. Des gadgets qui permettent d'arrêter les pilotes, les chauffards le plus rapidement possible. Donc ça peut être des brouilleurs de radar, ça peut être de la nitro pour aller plus vite, ça peut être des herses qui lâchent au sol ou même des appels de renfort, ils appellent en renfort des hélicoptères. Donc la police est très armée dans Need for Speed. Il y a combien de voitures ? Plus d'une centaine de voitures dans le jeu, c'est la force du jeu. Enfin, d'abord, il y a plus d'une centaine de voitures au total et une centaine d'événements à l'intérieur du jeu, de courses. Et grosso modo, à chaque fois qu'on débloque une course, à chaque fois qu'on gagne une course, on débloque une voiture. Et la force de Need for Speed, c'est que dans ce Need for Speed, il n'y a aucune mauvaise ou petite voiture. On commence tout de suite, quand on insère pour la première fois le jeu dans sa console, on commence avec une Porsche Cayman. Je pense qu'il n'y a pas d'autres jeux avec lesquels on peut commencer avec d'aussi belles voitures. Et on progresse, une centaine de voitures donc, vers des voitures de rêve absolu, Lamborghini Reventon, Pagani, incroyable. Et pour chacun, pilote et policier, les voitures sont différentes. Donc à chaque fois, il y a un système de progression des voitures pour les pilotes et pour les policiers. Il y a des accidents aussi ? C'est un petit peu burn-out même. Très très burn-out. Les accidents sont scénarisés. D'abord, c'est le centre du jeu, les accidents. C'est-à-dire que les policiers, pour nous arrêter, doivent nous accidenter. La route est parsemée de conducteurs, normal, comme la route est vivante. On doit slalomer entre les voitures. À chaque fois qu'on rentre dans une voiture, on crée un accident. Et dans Need for Speed, les accidents sont scénarisés, mis en valeur. La voiture vole en éclats, tourne sur elle-même sur la route. Et d'abord, c'est scénarisé, et en plus, le joueur peut s'amuser à les mettre encore plus en avant. C'est-à-dire qu'il y a des modes de ralenti, des modes photo qui permettent aux joueurs de prendre en photo ses plus beaux crashs et de les uploader dans l'Autolog, donc le réseau social NFS. Partager ses plus beaux accidents en ligne. Des accidents, je vous rappelle qu'il ne faut évidemment pas conduire comme ça dans la vraie vie. Heureusement que Need for Speed est là pour les faire en virtuel. Voilà Benjamin, j'espère que ça t'a donné envie. Pas mal. On a le mode solo effectivement en soi qui est un véritable régal. Moi je m'énerve assez facilement dans les jeux de voiture, là ça coulait tout seul, j'avais même pas envie de m'énerver quand je perdais tellement c'était agréable. Il y a vraiment différentes façons de s'amuser. C'est un jeu de console uniquement ? C'est un jeu, non, il est aussi sur PC, c'est PC, PS3, Xbox 360. Et tu joues sur quoi toi ? Là, ce matin j'étais sur Xbox. Voilà. Mais avec le volant et tout ? Non, pas le volant. Non, j'ai pas le temps d'installer le volant. Non, j'y étais. Mais franchement, ça marche très bien. Faut pas hésiter à prendre les raccourcis, évidemment. Je crois que quelqu'un a essayé de voler. Voilà, c'est ça. Voilà ce qui arrive. Il faut un policier dans la Lamborghini pour courir derrière le voleur là. Voilà. À mon avis, c'est urgent. Mais que fait la police ? Il y a des missions plus intéressantes que d'autres. Ils peuvent venir en voiture à pédale parce qu'il court pas vite le monsieur. Voilà Benjamin, il y a des missions qui sont quand même plus intéressantes que d'autres, mais ce qu'il faut vraiment voir, et ce qui pour moi va vraiment faire la force de ce jeu, c'est le multijoueur.
Parce qu'on va pouvoir jouer jusqu'à 8 personnes. Hein. Il nous en parlait Jérôme il y a quelques instants. On va pouvoir jouer jusqu'à 8 personnes. Vous allez pouvoir être le seul voyou avec 7 flics aux trousses, ou alors être au contraire le flic a essayé de rattraper 7 chauffards. On y a joué avec Philippe. Philippe, que j'ai envoyé dans le décor en étant un représentant de l'ordre, ça m'a fait très très plaisir. Il m'en veut pas, hein. Mais vraiment, moi je me suis régalé. C'est un grand plaisir. Bon, c'est sûr, je suis un peu comme tout le monde aujourd'hui. J'attends la sortie de Gran Turismo. Et je pense que Gran Turismo n'offrira pas forcément le même fun ou le même plaisir, parce que d'un côté, on est dans de la simulation pure, où on va pouvoir rouler avec 1000 voitures différentes sur 70 circuits. Haute poursuite. C'est du fun. La police te pourchasse, ça fait un peu sirène de police. Je trouve imperturbable. Il ferait un bon flic à bord d'une voiture comme ça, je trouve. D'ailleurs, je vais vous demander vos papiers du véhicule, parce que visiblement, j'ai l'impression, je vais sortir les tylotests, que je me demande si on n'a pas un peu abusé du vin rouge. Très bien. Voilà, haute poursuite, moi c'est vraiment... Où sont les flasques, Jacques? Dans vos poches. Voilà, Benjamin, on approche de la fin de Génération Technologique. Voilà, la police a enfin arrêté on a eu droit à tout, les contrevenants, parce que c'est le numéro 1, c'est contrevenant au début. Tu démarres contrevenant avant de devenir ennemi public numéro 1, ce que je ne te souhaite pas, Benjamin. Je voudrais, pour terminer cette émission, qu'on revienne quelques instants avec Olivier Dubesset, parce qu'effectivement, on a beaucoup parlé de ce qu'il y avait à l'intérieur de cette box, de ce qu'elle permettait de faire, mais vous avez aussi complètement repensé l'interface, et ça devient une box communicante, c'est-à-dire qu'on va pouvoir utiliser la tablette, si on a la chance d'en avoir une, ou si on l'a demandé au Père Noël, ou également son smartphone. Oui, donc là on a fait un gros effort sur ce qu'on appelle l'expérience client pour faire en sorte que tout le monde puisse utiliser de façon extrêmement simple, extrêmement ergonomique l'ensemble des services. Donc ça commence avec une télécommande par exemple, tout se pilote avec 7 boutons, avec une télécommande assez innovante parce qu'elle est radio, donc c'est plus la peine de viser vers son décodeur. Le décodeur peut être dans un meuble fermé, vous ne le voyez plus et vous allez pouvoir c'est bien ça c'est bien. etc. Et puis derrière effectivement toute cette ergonomie à base de ce qu'on appelle des widgets, vous allez la retrouver sur votre téléphone mobile, vous allez la retrouver sur votre tablette, sur votre ordinateur, pour par exemple préparer votre soirée. Vous allez regarder la boutique vidéo à la demande, choisir l'ensemble des films qui vous intéressent et vous allez les retrouver ensuite sur votre téléviseur. De la même façon, vous êtes en déplacement, vous avez oublié de lancer un enregistrement, vous allez le programmer depuis votre téléphone et vous allez le retrouver chez vous en rentrant. Plein de petites choses comme ça qu'on a voulu simple à utiliser, agréable à utiliser. Ça veut dire pas besoin d'allumer sa télé pour programmer un enregistrement. Exactement. C'est-à-dire que l'ergonomie d'accès, c'est quelque chose de très important, dans la mesure où plus on a de possibilités et d'offres, plus il faut que ce soit simple, parce que sinon on est complètement perdu. Exactement, et on rajoute des nouveaux services finalement tous les mois et on s'aperçoit que les clients ont du mal à les appréhender, ont du mal à les utiliser. Donc là, le gros effort, il a été fait justement sur ce qu'on appelle l'expérience client. Vous, Jacques, en tant qu'utilisateur de la high-tech, est-ce que vous vous sentez dans votre élément ou est-ce que vous trouvez que ça reste un petit peu compliqué, un petit peu dur d'approche? Alors moi, je me sens tout à fait dans mon élément. D'abord, j'ai quand même une formation scientifique qui m'aide un petit peu. On peut parler de paire de cuivre, on peut parler de choses comme ça, de physicien. Mais simplement, je m'arrache les cheveux souvent parce que alors j'ai eu par exemple un problème avec un iPad que j'avais acheté, impossible de le connecter à ma box chez moi, à mon internet, mon ADSL, oui, au Wi-Fi. Bon, j'ai dû racheter un produit Belkin par exemple, le faire réinstaller parce que je pense que l'opérateur, qui n'est pas vous d'ailleurs, avait dû verrouiller plus ou moins les accès à cette box, etc. Enfin, box, pas box, mais bon, à ce oui, modem. C'est le Wi-Fi qui n'était pas compatible quelque part avec l'iPad. Oui, c'est ça, au niveau du routeur, au niveau du modem. Bon, j'ai dû refaire l'installation pas plus tard que la semaine dernière parce que mon iPad et mon dernier petit Mac tout fin que j'avais acheté, MacBook Air, impossible de les connecter, impossible. Bon, c'est ce à quoi les fournisseurs comme vous doivent penser, quoi. Aujourd'hui, quand on achète un produit aussi élaboré qu'un MacBook ou qu'un iPad ou un iPhone 4, on doit arriver, mettre Internet, vous avez un code, oui, non, il y en a un, très bien, je le rentre et voilà, basta, quoi. On est dans la protection. On ne doit pas faire d'informatique pour utiliser son iPad chez soi. Enfin, zut, quoi. Voilà. Donc c'est l'utilisateur qui s'énerve un peu, mais en même temps ça me passionne. Non mais donc on est complètement d'accord, c'est bien le credo de SFR.
Dans les 2 dernières années, on a beaucoup travaillé sur ce qu'on appelait la relation client, avec des espaces SFR comme celui-ci qui vont être là pour vous conseiller, avec une hotline qui n'est pas surtaxée, avec 1200 techniciens qui vont chez les clients pour les aider à installer, pour les aider à dépanner. Et on a bien senti qu'il fallait aller encore plus loin. Et au-delà de la relation client, c'était l'expérience client. Il faut que ce soit simple à installer. Il faut que ce soit intuitif et évident. Exactement. Il faut arriver à une informatique intuitive et non plus se dire j'envoie le technicien, donc c'est bien, il va faire le sale boulot pour le client. Le client ne doit pas avoir à faire de travail. On est d'accord, une petite illustration parce que c'est intéressant. Je ne sais pas combien de touches à votre télécommande, mais souvent les télécommandes de télévision, elles ont 45-50 touches. Et on en a 4 ou 5. Exactement, et c'est devenu complètement dément, d'où l'idée de revoir complètement, de repenser complètement l'ergonomie. Et avec cette touche, maintenant, on est capable de tout faire. Bravo. Ah ben, on a la télécommande là, justement qui arrive. Donc avec la partie blanche, les 7 touches que vous avez là, vous allez pouvoir absolument tout faire. À tout moment, si vous êtes perdu, vous avez la touche SFR et vous revenez sur le portail d'accueil, vous allez retrouver tous les services. Et puis pour quelques personnes qui voudraient continuer à zapper en utilisant les numéros de chaîne, on a conservé la partie noire. Mais il suffit de faire une petite démonstration, vous vous rendrez compte que tout se pilote avec la partie blanche et les 7 touches du haut. Voilà, c'est ce que j'appelle de l'ergonomie. Voilà. Exactement. Et on le fait sur les voitures, on le fait sur un certain nombre d'objets au quotidien, même sur l'électroménager, et encore que, on doit pouvoir le faire dans ce domaine aussi. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à cette émission numéro 6 du nom, Pierrick. Oui, merci Olivier de votre accueil ici dans les locaux de SFR où on peut... Voilà, Philippe vient de rallumer la télévision avec le dos, bravo. Voilà. On est rue Tronchet, derrière la Madeleine. Si jamais vous passez à Paris, n'hésitez pas, poussez la porte de cet endroit assez étonnant. Pour voir, c'est immense en plus. Voilà, pour voir surtout ce qui se fait de mieux aujourd'hui en matière de technologie. Si vous voulez voir ce que donne la Galaxy Tab de Samsung, la tablette, eh bien on en a une demi-douzaine ici. On a aussi l'iPad bien sûr et plein de nouveautés également. Vous avez accès, je crois, à un espace de démonstration justement pour savoir comment fonctionne la 9box Evolution. Exactement. Et puis, vous pourrez aussi pianoter sur ces tablettes qui sont connectées à Internet pour aller sur vigneetvin.tv, le site donc, de Jacques Legros, à qui on souhaite beaucoup de succès. Et je vous remercie beaucoup, Jacques, d'être venu dans l'émission. On est très sensibles. Merci à vous surtout de m'avoir invité et accueilli de belle façon comme ça. Puis j'ai appris plein de choses en écoutant monsieur aussi. On a sorti les grands crus. Et pour fêter ça... C'est un vin blanc. Moi, je ne pas de mal celui-là. Moi, j'ai réussi à transformer mon verre d'eau en vin, donc je vous laisse là-dessus. Et on se retrouve dans 15 jours, Benjamin. À bientôt et merci à tous.